Bienvenue dans ce webinaire sur favoriser l'allaitement à la reprise du travail, les conseils essentiels au comptoir pour soutenir les mères allaitantes. Alors, concrètement, pourquoi ce thème? Tout simplement parce que la reprise du travail, c'est un moment clé pour engager le dialogue et établir un lien de confiance avec la mère qui vient à l'officine. Vous êtes uniquement des professionnels officinaux ce soir sur ce webinaire et c'est vraiment un moment pour vous parce que finalement, c'est un sujet qui est très, très peu abordé dans le monde officinal et pourtant, vous êtes confrontés directement aux mères qui souhaitent reprendre le travail. Alors, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez suivre le webinaire. Hop, voilà. Normalement, vous devez voir l'écran qui s'affiche et moi qui m'affiche en petit à côté. Donc, je vous disais que favoriser l'allaitement à la reprise du travail, c'était un thème qui était très important pour vous en officine parce que les mamans se questionnent. Elles aimeraient continuer à allaiter tout en reprenant leur activité. Mais pourtant, elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles viennent à la pharmacie pour louer un tire-lait, elles vous posent des questions et parfois, ces questions peuvent vous mettre en difficulté. Alors, les mères savent en grande majorité quand même qu'il est possible de continuer à allaiter, bien sûr, mais ça leur paraît très compliqué. Ça leur paraît même parfois complètement inatteignable. Alors, elles viennent vous questionner. Alors, si vous êtes une femme, vous avez déjà allaité, vous avez allaité en reprenant le travail, vous l'avez donc expérimenté vous-même, eh bien, parfois, vous pouvez les accompagner. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, les mères ont tellement un schéma fastidieux que, eh bien, vous, pareil, vous avez un schéma très, très fastidieux de cette reprise du travail tout en continuant à allaiter et vous êtes en difficulté pour les guider. Alors, quels conseils leur donner? Comment faire pour qu'elles puissent concilier allaitement et travail le plus simplement possible? C'est ce que nous allons aborder tout de suite en 5 points pour le rendre le plus simple possible et donc réalisable. Durant le webinaire, vous pourrez poser des questions dans la partie questions-réponses. Il y a également une partie conversation où vous pouvez également parler, même je pense, entre vous. Il y a également un petit onglet qui s'appelle « Sondage ». Vous allez voir que de temps en temps, je vais vous faire un petit sondage et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, participer à ce sondage. C'est pas mal parce que comme ça, au moins, je vois ce que vous savez déjà et puis on partira de là. Alors, eh bien, c'est parti. Déjà, la première chose, c'est me présenter et présenter le centre de formation. Donc, notre centre de formation, le centre de formation Allaitement Nourrisson Santé, c'est un organisme qui est réservé uniquement aux professionnels de santé qui exercent dans le domaine de la périnatalité et de la petite enfance. Alors là, en ce moment, nous formons des PMI, donc infirmières puéricultrices, médecins de PMI, des établissements hospitaliers, donc notamment dans les maternités et les néonates, on forme des gynécos, des pédiatres, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture. Et puis, sinon, nous formons énormément de pharmacies, donc préparateurs et pharmaciens. Parce que oui, je vous ai bien dit que nous formions les professionnels de la périnatalité et les professionnels officinaux sont des professionnels de la périnatalité et sont des professionnels de la périnatalité privilégiés pour toutes les familles. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes quand même des professionnels vraiment de proximité
et c'est très facile de venir vous consulter. Mais à la moindre difficulté, eh bien, les parents se précipitent directement devant vos comptoirs. Ils viennent glaner des conseils, mais encore faut-il que ces conseils soient pertinents. J'ai énormément de retours de personnes qui viennent en formation avec moi et qui me disent: «Je viens me former parce que je suis très souvent en difficulté avec les questions des parents». Donc, d'ailleurs, ils sortent de formation, ils disent: «Ah ça y est, je me sens vraiment armé pour répondre aux questions». Nous sommes donc spécialisés pour la formation des équipes de pharmacie dans l'intérêt des parents, tout d'abord, mais également dans l'intérêt des équipes pour qu'elles se sentent plus à l'aise face aux questions des parents. Ensuite, eh bien, moi, qui suis-je en tant que formatrice? Je suis donc Soisix Siran, infirmière puéricultrice, consultante en lactation. J'exerce actuellement en libéral, où j'accompagne les parents dans leurs projets d'allaitement, mais également pour le sommeil, pour la préparation à l'accueil de l'enfant. Et j'ai exercé pendant 17 ans en maternité, où j'ai participé notamment à obtenir le label IHAB en montant des nouveaux protocoles et en formant notamment les équipes. Après, suite à ça, on m'a abordé pour participer à la mise en place de l'équivalent de l'IHAB pour les pharmacies et je pense que vous avez certainement entendu parler de IPHAN, Initiative Pharmacie Amis des Nourrissons. Eh bien, je fais partie du comité de pilotage et des personnes qui ont monté cette certification IPHAN. À ce jour, j'ai déjà formé plus de 600 personnes venant d'officines et ça continue. Donc, c'est vraiment le milieu de la pharmacie, c'est un milieu que je connais très, très bien. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous allez aborder les patientes qui viennent louer un tirelet? Alors, je vais vous lancer le petit sondage. Hem, hop, alors ça c'était je vous lance plusieurs sondages comme ça, vous en avez vous répondez à tous les sondages en même temps. Alors, comment abordez-vous une patiente qui vient louer un tirelet? Ah, super! J'ai quand même une majorité de personnes, qui la reçoivent en privé pour échanger sur ses besoins. Donc la question, c'était: est-ce que vous lui donnez un tirelet directement au comptoir ou est-ce que vous la recevez en privé pour échanger sur ses besoins? Alors plus les votes montent, plus c'est 50-50. J'ai quand même un petit peu plus de personnes, qui viennent pour échanger sur les besoins de la patiente. Alors, concrètement, quand, donc ça sera le tout premier conseil que vous allez pouvoir, donner, aux parents. Accompagner, une transition, maison-travail sereine. Alors, quand la maman reprend le travail, son mode de vie va changer. Il va être beaucoup plus stimulant, souvent beaucoup plus stressant. Elle avait un mode de vie qui était sédentaire à la maison, cocooning avec son bébé, et puis elle se retrouve à gérer de front son activité professionnelle, sa maison qui existe encore, et puis son enfant. Les allers-retours, la nounou, le mode de garde, et cetera. Elle doit également prouver dans son milieu professionnel et puis à elle-même aussi, hein, tout simplement, qu'elle reste performante dans son travail tout en étant devenue mère. Donc ça, c'est vraiment une grosse pression pour les mamans. Souvent, c'est vraiment un stress aussi bien pour elle que en tant que mère et en tant que professionnelle.
Alors, comment assurer cette transition de manière sereine? Parce que souvent, les mamans préfèrent ne pas choisir de continuer l'allaitement parce qu'elles ont l'impression que ça sera vraiment trop compliqué et mener tout ça de front, elles n'y arriveront pas. Il faut donc que ce soit le plus simple possible pour elles. Alors, il faut vraiment tenir compte déjà de ce mode de vie. Échanger avec la patiente sur ses conditions de travail, sur ses horaires de travail. On ne va pas avoir les mêmes conseils pour une maman qui, par exemple, est soignante et travaille à l'hôpital en 12 heures, par exemple, qu'avec une personne qui est dans la restauration, qui commence tard dans la journée, mais qui finit très tard le soir. Une personne qui travaillera de nuit, une personne qui travaillera en horaire coupé, une boulangère qui commencera très tôt le matin. Voilà, c'est vraiment, on va s'adapter à son mode de vie et ça, pour ça, il va falloir échanger avec elle. On va s'adapter également à l'âge de l'enfant. Parce que ça ne sera pas du tout les mêmes conseils si l'enfant est déjà diversifié ou alors si l'enfant est encore au lait maternel exclusif. Et puis également au rythme de l'enfant. Donc, est-ce que c'est un enfant qui est encore à 10, 12 tétées par 24 heures? Est-ce que c'est un enfant qui est plutôt à 5, 6 tétées par 24 heures? Tous nos conseils vont découler de cet échange justement par rapport aux conditions de travail, aux horaires et à l'enfant. Ensuite, suite à ces échanges, il va falloir que nous proposions du matériel qui va être adapté aux besoins de la mère. Donc, c'est vraiment, il nous faudra de toute façon lui proposer du matériel nomade, très pratique, parce que la maman va devoir tirer de manière rapide, efficace, parce qu'elle aura finalement pas beaucoup de temps pour tirer. En particulier, si c'est une dame qui fait une grosse reprise du travail, c'est-à-dire une dame qui fait des gros horaires, qui pendant longtemps ne sera pas avec son bébé, et l'enfant aura assez peu l'occasion de téter le sein le matin, un petit peu le soir, mais finalement tout le reste de la journée, 5 jours par semaine, elle ne sera pas avec son enfant. Donc là, il va falloir trouver du matériel qui est très efficace. Une dame qui va refaire une petite reprise du travail à mi-temps, par exemple, eh bien là, on va favoriser du matériel qui sera des petits tirelets très faciles de transport, mais qui pourront se permettre d'être un petit peu moins performants parce que finalement, ça sera l'enfant qui va stimuler la lactation. Ça ne sera pas le tirelet ou très peu. Ensuite, le second conseil, donc très, très, très important, ça va être de mesurer la taille des tétrelles lorsque vous louez un tirelet. Alors, je retourne sur notre sondage. Qui est qui donc, hop, par rapport à la taille des tétrelles? Ah, je suis contente parce que la majorité dit que oui, vous mesurez toujours les tétrelles. Après, il y en a qui la mesurent parfois et il y en a qui ne la mesurent jamais. Je ne vous jette pas la pierre parce que quand on n'est pas formé sur la prise de taille des tétrelles, c'est quelque chose qui peut mettre vraiment en difficulté. Comment je fais pour mesurer un mamelon? On n'aura pas le temps de l'aborder là maintenant, mais quand même, c'est voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en considération que tout le monde ne mesure pas la taille des tétrelles ou alors juste parfois. La taille des tétrelles, c'est vraiment quelque chose de déterminant tant pour le confort que pour l'efficacité. Alors, ça va être très important d'utiliser les réglettes qui vont être adaptées au matériel proposé ou alors une simple règle pour mesurer le diamètre du mamelon. Voilà, comme je vous disais, on va vraiment l'apprendre ça en formation parce qu'on n'aura pas le temps de l'aborder là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important de pouvoir proposer du matériel adapté. Une mère qui n'a pas une tétrelle adaptée, elle sera inconfortable, voire algique lors du tirage. Et on sait que l'hormone qui éjecte le lait, c'est-à-dire l'ocytocine, est sous influence corticale.
C'est-à-dire que si la maman n'est pas confortable, eh bien, elle va inhiber cette hormone qui éjecte le lait. Et donc, le tirage sera inefficace. Elle va vous dire, votre tire-lait ne fonctionne pas. Vous allez le tester, il va fonctionner. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le tire-lait qui ne fonctionne pas. C'est les tétrelles qui ne sont pas adaptées, qui lui font mal, et donc les hormones qui éjectent le lait. L'hormone qui éjecte le lait ne va pas fonctionner correctement. Ensuite, des tétrelles mal adaptées, donc trop grandes ou trop petites, peuvent léser le mamelon. Donc, une maman qui va avoir des blessures au niveau du mamelon, au niveau de l'aréole, quand c'est trop grand, eh bien, elle ne tirera pas. Elle va vous dire que votre matériel ne fonctionne pas. C'est juste que ça lui fait mal et que ça lui a abîmé le mamelon. J'ai régulièrement, comme ça, des pharmaciens qui m'envoient des photos de mamelons, d'aréoles très, très, très abîmés en me disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, c'est que là, la taille n'est pas très bonne, hein, donc il va falloir revoir la prise de taille de tétrelle. Et puis, la taille de la tétrelle, elle est également très, très importante parce qu'une tétrelle inadaptée ne stimulera pas correctement l'aréole et la synthèse des hormones qui fabriquent le lait ne se fera pas correctement. Donc, une mère qui n'a pas une tétrelle adaptée risque une hypolactation. Lors de la reprise du travail, la lactation a de toute façon tendance à diminuer parce qu'elle est éloignée de son enfant. Donc, comme elle est moins en proximité avec son enfant, elle fabrique moins d'hormones. Et puis, elle a la fatigue du travail également. Donc, de toute façon, souvent, elles ont une petite baisse de lactation. Mais quand la taille de la tétrelle n'est pas adaptée, eh bien, elle va avoir une lactation qui sera beaucoup moins efficace. Donc, il est complètement primordial qu'elle ait du matériel de qualité et adapté à sa morphologie. Alors, quand tirer son lait? Ça, c'est vraiment une question qui est posée très, très régulièrement par les mamans. Encore une fois, on va s'adapter à la mère, au rythme de travail de la mère. Il faut déjà qu'elle ait une stimulation suffisante pour maintenir sa lactation. Mais par contre, que ce soit le moins contraignant possible. Alors, on va lui conseiller de tirer autant de fois que de repas de l'enfant sans se soucier de l'horaire. C'est-à-dire qu'une maman, par exemple, qui va aller travailler et pendant ce temps, son enfant aurait fait 2 tétés, eh bien, elle va tirer 2 fois pendant son travail. Mais on s'en fiche complètement de l'heure. C'est quand c'est le plus pratique pour elle. Si, par exemple, le bébé va faire une tétée à 11h, la plupart du temps, c'est par exemple entre 11h et midi. Là, entre 11h et midi, c'est le rush pour elle. Elle ne peut absolument pas, qu'à cela ne tienne. Elle tire soit avant vers 10h30, soit elle tire vers midi et demi, 1h quand elle fait sa pause. Elle tire quand c'est le plus pratique pour elle. Il ne faut surtout pas qu'elle se stresse avec les horaires. De toute façon, même plus elle tire de manière anarchique, plus elle aura du lait. Donc, c'est absolument pas un souci de ne pas tirer en même temps que la tétée de l'enfant. Mais par contre, on va respecter le nombre de tétées qu'aurait fait l'enfant. Ensuite, souvent, les mamans se mettent une pression très importante sur la quantité. J'espère que j'aurai suffisamment de lait pour nourrir mon enfant. Eh bien, on va leur dire de surtout ne pas se stresser quand elles sont au travail. Et puis, quand elles rentrent à la maison, elles vont s'occuper de leur enfant tranquillou. Et puis, quand elles seront tranquilles, qu'elles auront fini ce qu'elles ont à faire, elles vont tirer une fois de plus à la maison pour avoir un petit peu plus de lait. Donc, c'est vraiment juste, elle fait une fois de plus tranquillement à la maison, sans se stresser. On a dit que le stress diminuait l'hormone qui éjecte le lait. Donc, il faut vraiment les rassurer au maximum.
Rappelez-vous quand même une chose, c'est qu'il y a 2 problématiques à avoir en tête. C'est maintenir une bonne lactation et nourrir l'enfant. Et souvent, les mamans, leur problématique numéro 1, c'est de nourrir l'enfant. C'est avoir suffisamment de lait pour nourrir l'enfant. Alors que, c'est tout à fait le contraire. La plus importante, c'est de maintenir une lactation. Parce que au pire, il y a des jours où il y a pas suffisamment de lait, soit elles complètent avec un autre lait, soit elles ont fait des réserves et elles en ont un peu au congèle. Mais le plus important, c'est vraiment de maintenir une lactation. Alors, la mère doit-elle tirer son lait les jours de repos? Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Eh bien, vous êtes 60% quand même à m'avoir dit oui, elle doit tirer son lait les jours de repos. Eh bien, c'est ceux qui ont répondu non, qui ont la bonne réponse. Non, les jours de repos, la maman n'a pas besoin de tirer son lait. On a dit le plus simple possible. Alors, les jours où elle est avec son bébé, eh bien, elle va le laisser téter aussi souvent que le bébé le désire. C'est le nombre d'expressions, suffisant pour maintenir une lactation va être très variable d'une femme à l'autre. Ça dépend de beaucoup de paramètres comme par exemple la calibration de la lactation, comme par exemple la capacité de stockage de chaque femme. Ça, c'est des notions qu'on aborde en formation. Mais, en tout cas, chaque lactation est différente. Chaque femme a une morphologie différente. Donc, vous ne pouvez pas donner de conseils génériques sur ce qu'il faut comme stimulation pour maintenir une bonne lactation. En revanche, vous ne le savez pas, mais l'enfant le sait. Donc, les jours de repos, l'enfant doit avoir libre accès au sein. Et s'il veut enchaîner les tétés, il enchaîne les tétés pour booster la lactation. Et puis, sinon, s'il n'y a pas nécessité de booster la lactation, il va rester sur son petit rythme de croisière. Donc, on laisse l'enfant se débrouiller, mais les jours de repos, c'est vacances de tire-lait également. Après, la maman a l'impression qu'elle a sa production lactée qui a baissé. Là, elle peut augmenter le nombre d'expressions quotidiennes de manière significative pendant 2 ou 3 jours. Alors que ce soit les jours où elle travaille, mais également les jours de repos. Et cette augmentation de la stimulation, ça va permettre de relancer une lactation suffisante. Mais là, on est vraiment dans le cas où la maman a l'impression que sa lactation a baissé. Sinon, le plus simple possible, il faut tenir dans la durée. Nous arrivons donc au 5e conseil que vous pouvez donner aux mamans lorsqu'elles viennent louer un tire-lait pour la reprise du travail, c'est-à-dire comment conserver et utiliser le lait maternel. Alors, on va donner des conseils de conservation et de réchauffage du lait maternel. Le lait se stocke par petites quantités. Vous leur dites 60, 100 millilitres à chaque fois. Même si elles tirent des beaucoup plus grosses quantités, elles vont le mettre dans des petites poches. Donc, c'est pour ça que ça va être toujours intéressant pour les mamans que vous leur proposiez à la vente des petits sachets de congélation. Ça évitera le gaspillage parce que finalement, une fois que ça a été réchauffé, elle ne pourra pas le conserver. Donc, elle tire, elle met dans des petits contenants et elle va noter la date et l'heure du recueil. C'est inutile de stériliser le matériel lorsqu'on souhaite conserver le lait. Alors, toujours qu'on va stériliser à la première utilisation. Quand elle achète les tétrelles, le jour de l'achat des tétrelles, elle les stérilise.
En revanche, après, ça n'est pas nécessaire. Les mères lavent le récipient de recueil et les accessoires du tire-lait avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Elles le rincent bien et elles font sécher sans essuyer sur un linge propre. C'est tout. Après, elles n'ont pas besoin de stériliser. Alors, je vous mets quand même en garde par rapport aux sachets de congélation. Les mamans, parfois, les lavent. Ça ne se lave pas. Ça a usage unique. Ça vous paraît évident, mais elles, ça ne leur paraît pas évident. Donc, dites-leur bien, précisez bien que c'est à usage unique. Ensuite, les règles de conservation du lait maternel. La règle des 4. Je sais que vous les connaissez. On va les revoir. Donc, la conservation du lait maternel à température ambiante pendant 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire température ambiante? Ce n'est pas température ambiante au mois d'août quand on habite sous les toits. C'est la température ambiante, on considère que c'est entre 18 et 25 degrés. Donc, le lait vient d'être recueilli et là, sans le mettre au frigo, on peut le conserver 4 heures. Ensuite, au réfrigérateur. Au réfrigérateur pendant 48 heures. Donc, réfrigérateur, c'est une température inférieure ou égale à 4 degrés. Donc, le lait, c'est 2 jours. Vous pouvez trouver sur des données internationales des délais de conservation au réfrigérateur qui sont beaucoup plus longs. 5 jours, 8 jours. Oui, ça s'appuie en effet sur des études qui montrent que ça peut se conserver plus longtemps. Mais nous sommes professionnels de santé, nous devons relayer les recommandations de l'AFSA. Donc, vous devez, en tant que professionnel de santé, transmettre 48 heures au frigo. Ensuite, au congélateur, eh bien, le lait va se conserver 4 mois. Je vous ai dit, c'est la règle des 4. Donc, la température du congélateur, c'est moins 18. Donc, après avoir tiré son lait, la maman le place au réfrigérateur pour le laisser refroidir et ensuite, elle doit le congeler dans les 24 heures. Elle ne va pas laisser son lait pendant 48 heures et après, quand il est en bout de course, le congeler. Non, elle le conserve pendant 24 heures maximum au frigo avant de le congeler. Et puis, ensuite, quand on décongèle du lait, on va conseiller à la maman de le mettre au frigo au moins 6 heures avant l'utilisation, donc en gros la veille au soir. Et une fois décongelé, c'est-à-dire quand il n'y a plus de glaçons dans le contenant, eh bien, elle peut le conserver 24 heures au réfrigérateur. En revanche, une fois qu'il a été réchauffé, là, par contre, c'est 1 heure maximum. Justement, réchauffer le lait maternel. Le lait qui est au congélateur, on va donc, comme je vous disais, le décongeler au réfrigérateur. Du lait à 4 degrés, c'est quand même pas très digeste pour un bébé. Alors, on va le tiédir. Soit au bain-marie, soit dans un chauffe-biberon, soit tout simplement, et franchement, c'est généralement le conseil que je donne aux mamans, tout simplement sous le robinet d'eau chaude. Enfin, plus précisément dans un bol d'eau chaude, parce que faire couler le robinet, c'est quand même pas très écolo. Mais on prend l'eau chaude du robinet, on le met dans un bol d'eau chaude et on met le récipient dedans. Et c'est, je vous ai dit, le plus simple possible pour les mamans. On n'a besoin d'aucun matériel. Donc, le lait, une fois réchauffé, on va pouvoir le donner à l'enfant. Mais par contre, ça doit être conservé maximum une demi-heure, 1 heure, si l'enfant boit son biberon lentement, mais pas plus. Encouragez bien les mamans à vérifier la température avant de le donner à l'enfant. Donc, pour vérifier la température, vous savez, on met à l'intérieur du poignet. Il faut que la maman ne ressente ni du froid ni du chaud. Donc, si elle ne ressent aucune température, c'est que c'est la bonne température. On ne chauffe jamais le lait au micro-ondes. Alors, quand on réchauffe du lait maternel au micro-ondes, ça ne va pas le rendre toxique, hein, bien sûr. Mais par contre, il va perdre ses qualités nutritionnelles et immunologiques.
Donc, c'est quand même très dommage vu la qualité du lait maternel en termes nutritionnels et immunologiques pour l'enfant. C'est vraiment très dommage de détruire tout ça. Donc, on ne met jamais de lait maternel au micro-ondes. Alors, bien, pour conclure, maintenant que je vous ai donné ces 5 conseils essentiels, vous avez bien compris que votre rôle est complètement essentiel auprès des mamans qui vont reprendre le travail. Les différentes sociétés savantes vont rapporter les nombreux bénéfices de l'allaitement maternel, tant pour la mère que pour l'enfant. Les études montrent que la durée de l'allaitement va être un facteur clé dans l'expression de ces bénéfices. C'est-à-dire que plus l'enfant va être allaité longtemps, plus les bénéfices sont mesurables et donc importants. Par exemple, pour l'enfant, l'obésité, le diabète, etc. et diverses pathologies, le lait maternel va prévenir de ces pathologies, particulièrement quand ce sont des pathologies qui sont déjà présentes dans la famille. On ne va pas trop le détailler maintenant, mais en tout cas, on le sait, ça protège, mais c'est dose dépendant. Plus l'enfant aura reçu du lait maternel longtemps, plus il sera protégé. Pour la mère, il en va de même. Par exemple, on sait que le fait d'allaiter, eh bien, ça va diminuer l'incidence du cancer du sein, particulièrement en période préménopausique. Mais c'est dose dépendant. Plus la maman va avoir allaité longtemps dans sa vie, plus ça va diminuer le risque. Donc, eh bien, accompagner les mères pour les aider à allaiter aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Je n'ai pas dit le plus longtemps possible. L'idée n'est pas de forcer les mamans à allaiter, de les inciter à allaiter très longtemps. Non. Mais par contre, déjà, si on peut les aider à allaiter aussi longtemps qu'elles le souhaitent, même au-delà de la reprise de leur activité professionnelle, eh bien, ça sera, en termes de santé publique, vraiment un grand, grand pas. Et donc, les équipes de pharmacie sont vraiment des acteurs déterminants en termes de santé publique. Voilà, voilà. J'espère avoir été suffisamment concise dans ce que je vous ai apporté comme information. L'idée, c'était vraiment de vous apporter en 5 points les conseils essentiels que vous pouvez transmettre aux parents, aux mamans, lorsqu'elles viennent louer un tire-lait, lorsqu'elles reprennent leur activité. Si vous souhaitez aller plus loin dans le domaine de la périnatalité et de l'accompagnement des parents, eh bien, nous proposons des formations. Alors, une formation d'une journée sur conseiller et vendre avec succès, focus sur la location des tire-laits. Si c'est ce domaine-là qui vous intéresse, eh bien, voilà, c'est une journée de formation où on parle de plein de matériel qu'on peut proposer aux parents. Et également, on passe longtemps sur tout ce qui est location de tire-lait. Et puis, si vous voulez vraiment être plus global dans l'accompagnement des parents en périnatalité, eh bien, vous avez une formation de 3 jours qui s'appelle Conseiller en périnatalité, parentalité et allaitement en officine, où là, c'est une formation qui est vraiment très dense. Pendant 3 jours, vous ne vous reposez pas. Mais par contre, vous sortez, vous êtes vraiment opérationnel pour accompagner les parents au comptoir, les parents qui allaitent, les parents qui n'allaitent pas, le rythme du bébé, le sommeil de l'enfant, repérer une dépression du postpartum, la diversification alimentaire, les vaccinations, les addictions en périnatalité. Enfin, c'est vraiment une formation qui est très dense et très complète, qui dure 3 jours. Voilà, voilà. Merci beaucoup de votre attention et je vais pouvoir maintenant passer aux questions si vous en avez. Alors, je vois Christelle
qui me remercie. Eh bien, merci beaucoup Christelle. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit, sur l'allaitement, sur la location de tire-lait, sur, éventuellement sur le contenu des formations. Vous êtes trop gentils. Je vois plein de petites mains qui applaudissent, c'est trop mignon. Alors, une question, quelle taille de tétrelle choisir si une patiente est entre 2 tailles? C'est une excellente question et eh bien, on va toujours choisir la taille au-dessus. C'est-à-dire que, si la maman est vraiment entre 2 tailles, mais beaucoup plus proche de la taille d'en dessous, eh bien, on va quand même choisir la taille au-dessus. Par exemple, vous avez du 24 et du 28 en taille de tétrelle et la dame, elle fait du 26. Eh bien, vous allez quand même lui donner du 28. Vous n'allez pas lui donner du 24. Mais attention parce que les mamans ont quand même une sensibilité très différente les unes des autres. On va avoir des mamans qui préféreront être un petit peu serrées. Parfois, c'est très étonnant hein, parce que nous, on se dit, bah, là, franchement, je pense que vous êtes entre 2 tailles. Je prendrai la taille au-dessus parce que c'est ce qui convient de faire. Et la maman, la taille au-dessus, elle ne se sent pas confortable. Vous lui faites essayer la taille en dessous et là, elle se sent confortable. Ça peut étonner parce que vous vous dites, non, mais moi, clairement, j'ai l'impression que là, c'est trop petit. Mais elle, elle est confortable. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps qu'elle soit plus confortable dans la taille d'en dessous. Mais la plupart du temps, quand même, on va choisir la taille supérieure parce que eh bien, c'est une taille trop petite qui va le plus léser les mamans. Donc, généralement, c'est la taille supérieure. Alors, j'ai Virginia qui me dit merci beaucoup pour ce petit webinaire très constructif. Eh bien, merci beaucoup, Virginia. Si tout le monde est satisfait et n'a plus de questions, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, que bah, c'est la même adresse avec laquelle vous avez reçu vos liens de connexion. Et vous pouvez tout à fait me poser des questions s'il y en a qui vous viennent par la suite, ou alors si vous êtes en difficulté avec une patiente, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.